on peut aimer profondément son enfant et pourtant fragiliser son estime de soi. Pas avec un traumatisme, avec des phrases normales, des gestes banals. Tu pourrais faire un peu plus attention. Une remarque ordinaire qui peut devenir dans la tête d'un enfant « je ne suis pas assez ». L'enfant ne retient pas votre intention, il retient ce que ça lui fait. Dans cet épisode, nous allons explorer 5 erreurs éducatives très fréquentes. 5 habitudes pleines d'amour, mais qui peuvent, sans que vous le vouliez, fragiliser la confiance d'un enfant. Imaginez une scène simple. Un salon, un soir d'hiver. Un parent ramasse un jouet tombé au sol, soupire et dit, d'une voix fatiguée, « Tu pourrais faire un peu plus attention ?» L'enfant baisse les yeux, rien d'extraordinaire, juste un mot de plus dans une journée trop longue. Et pourtant, quelque chose vient de s'inscrire. Une micro-fissure, presque invisible, dans ce lieu secret où se construit l'estime de soi. Ce n'est pas l'intention qui blesse. Ce n'est jamais l'intention. C'est le décalage entre ce qu'on veut transmettre et ce que l'enfant, lui, retient. Parce que l'enfance n'a pas le mode d'emploi du monde. Elle reçoit tout, les regards, les silences, les encouragements maladroits, les corrections trop rapides. Tout cela, elle le reçoit comme des certitudes, comme des vérités sur soi. Et c'est là que l'histoire bascule. Les recherches en psychologie du développement le montrent depuis des décennies. L'identité ne se construit pas seulement avec ce qu'on dit à l'enfant, mais avec la façon dont il se sent regardé. Un mot répété devient une étiquette. Une aide trop rapide devient un doute. Un reproche, après un échec, devient une condition pour être aimé. Nous croyons aimer de la bonne manière, nous croyons protéger, nous croyons guider. Et pourtant, sans le vouloir, nous tissons parfois autour de l'enfant des fils invisibles, des fils faits de comparaison, de surprotection, d'exigence, de silence ou d'amour conditionnel. Des fils qui serrent au lieu de soutenir, des fils qui construisent petit à petit un enfant qui doute de lui-même. Pourtant, ce n'est pas une fatalité. Les blessures de l'enfance ne sont pas des murs, ce sont des portes que l'on peut rouvrir, comprendre, traverser. Dans cet épisode, nous allons éclairer ce qui se joue dans ces moments d'apparence banale. Nous allons déplier 5 gestes, 5 habitudes, 5 dérives involontaires qui fragilisent la confiance et l'estime de soi de l'enfant, tout en pensant faire le bien. Non pas pour accuser, non pas pour culpabiliser, mais pour ouvrir les yeux, pour donner du sens. Et surtout pour montrer que l'on peut aimer autrement, avec plus de conscience, plus de nuances, plus de constance. Bienvenue dans ce 4e épisode, quand l'amour blesse sans le vouloir, et quand comprendre devient déjà une forme de réparation. La plupart des fractures identitaires ne viennent pas d'un manque d'amour. Elles viennent au contraire d'un amour maladroit, trop exigeant, trop inquiet, trop pressé de bien faire. Un amour qui veut protéger, éduquer, corriger, mais qui, sans le savoir, installe dans le cœur de l'enfant un doute silencieux. Suis-je aimé pour ce que je suis ou seulement quand je fais ce qu'il faut? L'enfance est une terre sensible. Chaque mot, chaque geste, chaque silence s'y imprime plus profondément qu'on ne le croit. Un simple « tu pourrais mieux faire » devient, à force de répétition, une phrase intérieure. Un froncement de sourcils peut se transformer en certitude d'avoir déçu. Et ce qui n'était qu'une intention éducative finit par ressembler pour l'enfant à un verdict. Les psychologues du développement le rappellent. L'estime de soi ne se détruit pas dans un cri, mais dans une incohérence répétée. Quand l'amour se mêle trop souvent au jugement, le cerveau de l'enfant enregistre un message paradoxal. Tu es important, mais à condition de ne pas me décevoir. C'est ainsi que se construit, lentement, une estime sous condition. Aimer ne suffit pas. Encore faut-il aimer d'une manière qui n'écrase pas. Et c'est ce que beaucoup d'adultes, de parents, d'enseignants découvrent trop tard. Qu'on peut aimer sincèrement et pourtant fragiliser durablement. Les neurosciences affectives, notamment les travaux d'Alan Score et de Louis Cozzolino, montrent que le cerveau de l'enfant associe très tôt la sécurité émotionnelle à la constance du lien. Lorsqu'un adulte alterne entre affection et reproche, ou entre présence et distance, l'enfant développe une vigilance accrue. Cette vigilance, utile à court terme, devient à long terme une hyperactivité, une peur de mal faire, un besoin constant de plaire, ou une difficulté à se sentir assez bien.
Mais la bonne nouvelle, c'est que ces blessures ne sont pas des fatalités. Elles peuvent se comprendre, se nommer, se réparer. Et pour cela, il faut commencer par les voir, sans culpabilité, mais avec lucidité. Dans cet épisode, nous allons analyser 5 erreurs que les adultes commettent, souvent sans le vouloir. 5 manières de blesser la confiance d'un enfant, tout en croyant le construire. Et pour chacune, nous verrons comment la transformer, non pas en théorie, mais par des gestes concrets, observables, applicables. Car éduquer, ce n'est pas façonner un enfant parfait, c'est lui apprendre à rester debout, même quand il doute de lui. Commençons par l'erreur la plus invisible, le poids des mots. Il y a des mots qui semblent légers, mais qui pèsent lourd et affectent longtemps. Tu es timide. Tu es paresseux. Des phrases simples, dites sans méchanceté, parfois même avec tendresse, elles paraissent anodines, pourtant elles s'accrochent. Elles finissent par s'installer dans la mémoire comme une vérité. En psychologie, on appelle cela l'étiquetage. C'est une manière de résumer un comportement, mais qui finit souvent par figer une identité. L'enfant n'a pas encore la distance nécessaire pour faire la différence entre ce qu'il fait et ce qu'il est. Il entend « tu es » et cette phrase devient un miroir. Un miroir qui, à force d'être répété, façonne la manière dont il se perçoit. Les neurosciences confirment cette empreinte. Chaque fois qu'un mot se répète avec une charge émotionnelle, les réseaux neuronaux associés à la représentation de soi se renforcent. Ce processus appelé neuroplasticité est bien les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble, explique pourquoi les messages répétés façonnent littéralement l'architecture cérébrale de l'identité. Ainsi, à force d'entendre « tu es maladroit », l'enfant ne se dit plus « j'ai échoué », mais « je suis un échec ». En fait, son identité devient un échec. Et cette nuance minuscule en apparence modifie profondément la structure de son estime. Même les compliments peuvent enfermer. Quand on répète à un enfant qu'il est brillant, parfait ou exceptionnel, on lui apprend sans le vouloir que sa valeur dépendra toujours de la perfection. Le jour où il échoue, il ne remettra pas un acte en question, mais son être tout entier. Et dans sa tête naîtra cette phrase redoutable « Si je ne réussis plus, je ne mérite plus l'amour ». Les comparaisons font la même chose, mais plus sournoisement encore. Elles prétendent motiver alors qu'elles blessent. Regarde ton frère, lui, il y arrive. Pourquoi ne fais-tu pas comme ta cousine? Tu es toujours le dernier. Dans le cerveau de l'enfant, ces phrases activent les mêmes circuits que la douleur physique. L'amygdale, centre de la peur, s'allume comme sous une menace. Et à force de répétition, cette réaction devient un réflexe. L'enfant se met à anticiper le jugement avant même qu'il n'existe. Il ne cherche plus à apprendre, mais à éviter l'échec. Et quand il réussit, ce n'est plus par joie, mais par soulagement. C'est ainsi que la comparaison détruit peu à peu la curiosité, ce moteur pourtant naturel de l'enfance. Le paradoxe, c'est que nous comparons souvent par amour, pour pousser, pour stimuler, pour donner envie de faire mieux. Mais la comparaison ne tire personne vers le haut, elle creuse une distance. Elle installe dans le cœur de l'enfant une hiérarchie invisible, celle où sa valeur dépend toujours d'un autre. Les travaux de Carol Dweck sur la mentalité de croissance montrent que la valorisation de l'effort active les régions du cortex préfrontal liées à la réflexion et à la motivation durable. Mais la comparaison, elle, active le système limbique, la zone de la peur, de la fuite, de la défense. Autrement dit, là où l'encouragement ouvre, la comparaison ferme. Changer de langage, c'est déjà réparer. Plutôt que de dire tu es paresseux, on peut dire tu sembles fatigué aujourd'hui, que pourrais-tu faire pour t'y remettre? On ne fige plus une identité, on accompagne un mouvement. Et surtout, on apprend à l'enfant qu'il peut évoluer, qu'il n'est pas défini par un instant. Les mots sont des semences, certains étouffent, d'autres élèvent. Et c'est dans cette différence que se joue souvent le destin d'une estime de soi. Mais il existe une blessure plus discrète encore, celle qui vient d'un excès d'amour. La surprotection est un amour qui étouffe. C'est vouloir épargner à l'enfant toute difficulté, toute frustration, toute douleur. C'est intervenir avant qu'il n'ait besoin d'aide, résoudre ses problèmes à sa place, lui éviter l'échec.
et ce faisant, on lui envoie un message terrible, tu n'es pas capable. Un parent surprotecteur ne dit jamais cela explicitement, mais chaque intervention non sollicitée le crie silencieusement. Laisse-moi faire, tu vas te faire mal, ne grimpe pas là, c'est dangereux, je vais appeler l'école pour régler ce conflit. Chacune de ces phrases, pourtant dictées par l'amour, prive l'enfant d'une expérience d'autonomie. Les psychologues appellent cela le parenting hélicoptère. Le parent survole constamment la vie de l'enfant, prêt à atterrir au moindre signe de détresse. Et l'enfant, progressivement, apprend qu'il ne peut pas se débrouiller seul, que le monde est trop dangereux pour lui, qu'il a besoin d'être sauvé en permanence. Le contrôle excessif fonctionne de la même manière. C'est décider à la place de l'enfant ses vêtements, ses activités, ses amis, ses choix. C'est imposer une perfection, une norme, une vision du monde qui ne laisse aucune place à l'exploration personnelle. Un enfant surprotégé ou surcontrôlé développe ce que les psychologues appellent une impuissance apprise. C'est la conviction qu'il n'a aucun pouvoir sur sa propre vie, que ses actions n'ont pas d'impact, que tout dépend des autres. J'ai vu cela dans mon enseignement universitaire. Des étudiants brillants, issus de familles aimantes, mais qui paniquaient au moindre obstacle. Ils attendaient qu'on leur dise quoi faire, comment le faire, quand le faire. Ils n'avaient jamais appris à prendre des décisions, à gérer l'incertitude, à tolérer l'échec. Et ce n'était pas de leur faute, c'était le fruit d'une éducation qui, voulant les protéger, les avait en réalité privés de leurs ailes. L'antidote à la surprotection, c'est l'autonomie guidée. Laisser l'enfant essayer, échouer, recommencer. Être présent non pas pour intervenir, mais pour soutenir. Dire « je crois en ta capacité à trouver une solution. Et si tu as besoin d'aide, je suis là ». C'est difficile parce que voir votre enfant lutter, c'est douloureux, mais c'est dans la lutte que naît la compétence. Et dans la compétence, l'estime de soi. Et parfois, ce n'est même pas le contrôle qui blesse, mais la condition. L'amour conditionnel, c'est l'amour qui pose des conditions. Mais ces conditions sont rarement explicites. Elles se cachent dans les gestes, les regards, les silences. Un parent peut dire « je t'aime quoi qu'il arrive » et pourtant son comportement raconte une autre histoire. Il est chaleureux quand l'enfant réussit, distant quand il échoue. Il sourit quand l'enfant se conforme, il fronce les sourcils quand l'enfant ose être différent. L'enfant apprend alors une leçon cruelle. L'amour n'est pas acquis, il se mérite et il peut disparaître si je ne suis pas à la hauteur. Cette forme d'amour crée une anxiété existentielle. L'enfant vit dans la peur constante de perdre l'affection de ceux qui comptent. Il adapte son comportement, réprime ses émotions, cache ses besoins. Il devient ce qu'on attend de lui, au détriment de ce qu'il est vraiment. Carl Rogers parlait de cette division intérieure, le soi réel contre le soi idéal. Plus l'écart entre les deux est grand, plus l'estime de soi est fragile. L'amour conditionnel ne produit pas des enfants heureux. Il produit des enfants performants, mais anxieux, des adultes qui ne savent jamais s'ils en font assez, qui vivent dans la quête perpétuelle d'une validation qui ne vient jamais vraiment, parce qu'ils ne se sentent jamais dignes. J'ai moi-même grandi dans un contexte où l'affection se gagnait par la réussite. Pas celle de ma famille, mais celle de mes professeurs, de mon entourage. Mes amis ont vécu également la même situation. Et même de nos jours, certains parents tombent dans le même travers. L'affection se gagne par la réussite. Ce n'était pas formulé ainsi, mais c'était le message implicite. Et pendant des années, j'ai cherché cette validation dans les diplômes, dans les publications, dans la reconnaissance institutionnelle, jusqu'au jour où j'ai compris que rien ne suffirait jamais parce que ce que je cherchais à l'extérieur devait d'abord naître à l'intérieur. L'antidote à l'amour conditionnel, c'est l'amour inconditionnel. Non pas un amour qui approuve tout, mais un amour qui reste stable quoi qu'il arrive. Je ne suis pas d'accord avec ton comportement, mais mon amour pour toi ne change pas. Cette phrase est une encre. Elle permet à l'enfant de savoir qu'il peut se tromper sans perdre sa valeur. Pourtant, l'excès inverse existe aussi. Trop de liberté blesse autant que trop de contrôle.
On pourrait penser que l'absence des limites libère l'enfant. En réalité, elle l'angoisse. Un enfant sans cadre vit dans un monde imprévisible, où rien ne fait sens. Il ne sait pas ce qui est acceptable ou non. Il teste, pousse, provoque, non par caprice, mais parce qu'il cherche désespérément où sont les bords. Les limites ne sont pas des contraintes, ce sont des repères. Elles disent « Voici l'espace dans lequel tu peux explorer en sécurité ». Sans elles, l'enfant se perd. Un enfant élevé sans limite développe souvent une forme d'omnipotence anxieuse. Il croit pouvoir tout faire, tout savoir, tout avoir, tout exiger. Mais cette toute-puissance est terrifiante parce qu'au fond, il sent qu'il n'a pas de garde-fou, que personne ne le protège, même de lui-même. Ils sentent que rien ne les arrête, qu'aucune main ne se pose sur leur épaule. Les limites, quand elles sont posées avec cohérence et bienveillance, créent un sentiment de sécurité. L'enfant comprend qu'il n'est pas seul, qu'un adulte veille, qu'il existe des règles qui structurent le monde. Mais attention, les limites ne doivent pas être rigides, elles doivent être justes, expliquées, adaptées. Une limite arbitraire, imposée sans raison, crée de la révolte. Une limite cohérente, expliquée avec respect, crée de la confiance. J'ai appris cela avec mes propres enfants. Au début, je pensais que poser des limites signifiait être autoritaire, mais j'ai compris que c'était l'inverse. Les limites sont un acte d'amour. Elles disent « Je me soucie assez de toi pour te montrer où sont les bords ». Enfin, il existe une blessure silencieuse, invisible, mais dévastatrice. Ne pleure pas, ce n'est rien, arrête de faire des histoires. Ces phrases répétées des milliers de fois envoient un message clair. Tes émotions n'ont pas leur place ici. Ce que tu ressens n'est pas légitime. Le déni des émotions est une des violences les plus invisibles, parce qu'elle ne laisse pas de traces physiques, mais elle laisse une empreinte profonde dans la psyché de l'enfant. That's not right. You shouldn't feel that way. You're being too sensitive. Un enfant dont les émotions sont niées apprend à ne plus se faire confiance. Il se dit « si ce que je ressens n'est pas valide, c'est que quelque chose ne va pas chez moi ». Il apprend à réprimer, à dissimuler, à mentir sur son état intérieur. Et à l'âge adulte, cette répression devient une prison. Il ne sait plus ce qu'il ressent vraiment. Il a perdu le contact avec son monde intérieur. L'alternative, c'est la validation émotionnelle. Non pas par l'indulgence, mais la reconnaissance. Je vois que tu es en colère, c'est normal. Maintenant, comment peux-tu exprimer cette colère sans blesser ? Cette simple reconnaissance change tout. Elle dit à l'enfant, ce que tu ressens est réel, tes émotions ont leur place. Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces gestes, souvenez-vous, ce n'est pas un verdict, c'est un point de départ. Nous avons passé en revue 5 erreurs courantes. Les étiquettes et comparaisons, la surprotection, l'amour conditionnel, l'absence de limites et le déni des émotions. 5 manières souvent involontaires de fragiliser l'estime de soi des enfants. Mais reconnaître ces erreurs, ce n'est pas se condamner, c'est s'offrir la possibilité de faire autrement, de réparer, de transformer, d'accompagner différemment. Dans le prochain épisode, nous verrons comment construire proactivement une estime de soi solide. Nous analyserons des stratégies concrètes, l'autonomie structurée, la mentalité de croissance, la validation émotionnelle, le modèle parental authentique, car comprendre ce qui blesse, c'est déjà commencer à guérir. Mais savoir ce qui construit, c'est offrir un avenir. Merci de m'avoir accompagné jusque-là. Je vous dis à très bientôt sur Nexus des Savoirs.